D'accord, Alexander. Parlons de l'attentat terroriste à Sébastopol, en Crimée. D'après ce que je comprends, 5 drones d'attaque étaient impliqués. L'un d'eux a été touché et a dévié de sa trajectoire. Puis les munitions à dispersion sont tombées sur une plage. Des centaines de personnes ont été blessées, environ 130 à 140, et beaucoup de gens sont morts, y compris des enfants. Le ministère russe de la Défense a blâmé les États-Unis. Ils ont mentionné les attaques MS américains, les munitions à sous-munitions américaines et les satellites de ciblage américains. J'imagine qu'ils font référence aux drones dans la mer Noire lorsqu'ils parlent de ciblage et de surveillance. Le ministère russe des Affaires étrangères a même convoqué l'ambassadeur américain à Moscou. Le gouvernement russe a déclaré que cela ne resterait pas sans réponse. Il y a eu des frappes militaires russes sur des installations et des entrepôts à Odessa. Je ne suis pas sûr que cela soit lié aux frappes de missiles en Crimée, mais j'imagine que oui. Cette situation est très dangereuse. Qu'en pensez-vous? C'est en effet très dangereux. Il y a des rapports qui commencent à apparaître en Russie, selon lesquels la cible des missiles Attack-MS n'était pas une installation militaire à Sébastopol, mais la cathédrale principale là-bas, en d'autres termes, une église. Maintenant, je veux être absolument clair que je ne sais pas avec certitude, mais ce sont des rapports russes qui circulent. Ils disent essentiellement que ces 5 attaquants n'ont pas ciblé des installations militaires autour de Sébastopol. Sébastopol, bien sûr, est une base navale massive. C'est le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Elle a été créée par Catherine la Grande, qui est commémorée dans son nom. Le nom en grec signifie « la ville de l'impératrice », et l'impératrice est bien sûr Catherine la Grande. Mais c'est une base militaire avec de nombreuses installations militaires. C'est aussi un centre de population majeur. Apparemment, la trajectoire des missiles attaquait MS, selon les Russes, n'était pas concentrée sur les installations militaires, mais pourrait avoir visé la cathédrale principale. Si cela est vrai, cela expliquerait beaucoup de la colère que les Russes manifestent à ce sujet. En ce qui concerne le missile qui a causé tous ces morts sur la plage, le ministère russe de la Défense affirme que 5 missiles Attack-MS ont été lancés au total. 4 d'entre eux ont été abattus et un missile a explosé en l'air au-dessus de la plage, larguant toutes ses munitions. Donc, le ministère russe de la Défense ne confirme pas qu'il a effectivement été touché par un système de défense aérienne. Et Vyadov, bien sûr, ne dit rien à ce sujet non plus. Ce sont des rapports des médias russes. Les Russes, dans l'ensemble, présentent cela comme des attaques spécifiquement sur des cibles civiles. Ils disent que les missiles Attack-MMS ne peuvent être lancés par l'Ukraine qu'avec l'aide américaine. Apparemment, les Américains, ou du moins les Russes, disent que les Américains qui sont mis temps pour les missiles avant leur lancement. Le système guidage est ce qui guide le missile avant le lancement. Is programmed into the missile before launching. So I understand. I mean, I might be wrong about that. And of course, the Russians. Donc je comprends, et je pourrais me tromper à ce sujet. Les Russes disent également que ce sont les Américains qui fournissent toutes les indications de ciblage. Ils font toute la surveillance et suivent les différents emplacements qui doivent être attaqués. Les drones et les avions survolant la mer Noire ont pour rôle secondaire d'identifier où se trouvent les systèmes de défense aérienne russes afin que les missiles d'attaque puissent les éviter autant que possible. Les Russes disent clairement qu'il s'agissait d'une attaque contre des cibles civiles à Sébastopol et que les États-Unis sont pleinement impliqués, jouant un rôle dans la réalisation de cette attaque. Maintenant, c'est un compte-rendu russe.
Je ne suis pas en mesure de le confirmer ou de le corroborer, mais c'est ce que disent les Russes. Comme vous l'avez justement mentionné, ils ont convoqué l'ambassadeur américain et menacent de représailles. Il y a déjà beaucoup de discussions dans les médias russes sur le fait d'être trop lent à traiter ces drones de surveillance américains au-dessus de la mer Noire. Ils disent que le moment est venu pour la Russie de déclarer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la mer Noire et de commencer à abattre ces drones américains. Ce serait une escalade majeure si cela devait se produire. Pourquoi? C'est ma question à propos de tout cela. Ils ont abattu les drones. Je crois qu'ils ont abattu 2 drones dont nous sommes au courant. L'un d'eux, c'était il y a 3 ou 4 semaines, si je ne me trompe pas. Je me souviens aussi d'un drone qu'un avion de chasse a abattu, il y a peut-être un an. Je ne suis pas sûr de la chronologie, mais c'est à peu près tout. En dehors de cela, ils ont laissé ces drones faire ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé les drones opérer en mer Noire. Tout autre pays aurait abattu ces drones. Je veux dire, nous parlons des Russes et des Américains. Pour que les Russes commencent à abattre des drones américains au-dessus des eaux internationales et en dehors de l'espace aérien russe, serait inhabituel, pour le moins. Maintenant, décomposons cela. Les États-Unis, oui, mais ils sont sans pilote. Oui, absolument. Ce sont des drones sans pilote. Mais rappelez-vous, si vous commencez à abattre des drones, mais pas des avions pilotés, alors vous annulez ce que vous accomplissez en abattant les drones. Les avions pilotés peuvent simplement prendre leur place. Ce que vous cherchez à faire, c'est de déclarer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la mer Noire. Les États-Unis déclarent régulièrement des zones d'exclusion aérienne. Ils l'ont fait à plusieurs endroits. Nous savons qu'à la veille de l'intervention russe en Syrie en été, the American intervention of the Russian intervention in Syria in the summer of 2015 rather, the United States. En 2015, les États-Unis étaient très proches de déclarer unilatéralement une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Les Russes n'ont jamais fait cela. Ils n'ont jamais déclaré de zones d'exclusion aérienne au-dessus de territoires en dehors de leur propre espace aérien. Ce serait la première fois qu'ils le feraient. Il faudrait que ce soit une zone d'exclusion aérienne complète pour être efficace. Cela, bien sûr, soulève la question de ce qui se passerait s'ils annonçaient une zone d'exclusion aérienne. Ils pourraient abattre les drones. Les États-Unis, bien sûr, contesteraient cela. Ils diraient que c'est complètement inacceptable et immensément provocateur. They would say that this is completely unacceptable and immensely provocative. What then happens, say, if the United States sends Que se passe-t-il alors si les États-Unis envoient des avions pilotés pour remplacer les drones? Les Russes les abattent-ils? Nous avons vu que les États-Unis étaient prêts à défier les lignes rouges russes avec des frappes de missiles de croisière. Les Russes n'ont jamais explicitement déclaré qu'il y avait une ligne rouge concernant les frappes de missiles de croisière sur la Crimée. Cependant, il y a une ligne rouge évidente concernant les frappes sur des cibles purement civiles. On ne peut pas écarter la possibilité que si les Russes annoncent une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la mer Noire, les Américains la défieront. Et c'est peut-être ce que cela vise à provoquer. D'accord, ma prochaine question est la suivante. Pourquoi la Russie a-t-elle permis aux missiles à longue portée d'attaquer la Crimée? Il n'y a pas de ligne rouge concernant les missiles attaquant la Crimée, mais il y a certainement une ligne rouge avec les missiles à longue portée attaquant tout territoire russe d'avant 2014. Quelle est la différence? Il y a une réponse très simple à cela. Les Russes, bien sûr, considèrent la Crimée, le Donbass, Zaporizhia et Kherson comme faisant partie de leur pays. Presque aucun autre État dans le monde ne le fait.
Le Nicaragua, je crois, en fait partie, mais très peu d'États dans le monde ont formellement reconnu la Crimée ou l'une de ces 4 autres régions comme territoire russe. Donc, si les Russes déclaraient une ligne rouge à ce sujet et confrontaient les puissances occidentales et les Ukrainiens, ils seraient seuls. S'il y avait une escalade incontrôlée, ils ne pourraient pas compter sur le soutien international s'ils essayaient de l'imposer. Les Russes ont été extrêmement prudents de ne jamais agir à aucun moment de ce conflit au-delà du soutien international. Ils veulent l'appui de la Chine, de l'Inde et du Sud global. Cela a été extrêmement important pour eux. D'accord. Donc, la prochaine escalade des néoconservateurs, je pense, est évidente. Ils vont permettre aux missiles à longue portée de frapper la Russie d'avant 2014. Et c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Donc, vous allez avoir une répétition de ce qui s'est passé hier. Finalement, vous allez avoir une situation similaire à ce qui s'est passé hier, se produisant sur le territoire russe d'avant 2014. Oui, j'imagine que Jake Sullivan annoncera cette levée d'interdiction, si vous voulez l'appeler ainsi, donnant la permission à l'Ukraine d'utiliser les attaques MS pour frapper le territoire russe d'avant 2014. Que se passe-t-il alors? C'est une ligne rouge. Oui, c'est une ligne rouge. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Russes l'ont rendu absolument clair. Maintenant, nous avons eu un article hier, ou peut-être avant-hier dans l'Associated Press. Il a essentiellement admis, de manière très détournée, que la situation militaire dans la région de Kharkov continue de se détériorer. Ils ont prétendu que la situation là-bas s'était stabilisée, mais ce n'est pas le cas. En fait, nous avons eu des nouvelles de la région de Kharkov indiquant que ça ne s'est pas stabilisé. C'est la première chose à dire. Il était très intéressant de voir qu'ils n'identifiaient pas les commandants. Les commandants responsables de l'opération des missiles Attack-MS et les commandants militaires dans la région exercent supposément maintenant des pressions sur les Américains pour permettre des frappes en profondeur avec les missiles Attack-MS plus loin en Ukraine. Je pense que nous pouvons supposer que certains de ces commandants ne sont pas seulement ukrainiens, mais aussi américains. En d'autres termes, il y a une pression croissante au sein de la communauté du projet Ukraine, tant américaine qu'ukrainienne, pour aller au-delà de la permission précédemment accordée, qui était de limiter les frappes transfrontalières au territoire frontalier. Ils veulent la permission de lancer des frappes Attack-MS en profondeur à l'intérieur de la Russie. Et ils l'obtiendront. C'est comme vous le dites correctement, une violation d'une ligne rouge. Nous avons vu avec cette attaque en Crimée que, malgré la justification de cibler des installations militaires russes, ces installations sont très bien défendues. Les missiles Attack-MS n'ont pas été particulièrement réussis pour pénétrer les défenses aériennes russes. En fait, ils n'ont pas réussi du tout. Donc, il semble que le projet va maintenant se concentrer sur l'attaque de cibles civiles. C'est clairement là où cela va. Que font les Russes? Je ne sais pas ce que les Russes vont faire. I don't know what the Russians do. They have said that this is a red line for them. They have said that they will supply. Ils ont dit que c'est une ligne rouge pour eux. Ils ont dit qu'ils fourniront des systèmes similaires aux ennemis américains dans le monde entier. Nous venons d'avoir ce voyage de Poutine en Corée du Nord. Il est extrêmement probable que nous allons voir une prolifération de la technologie des missiles russes entre les mains de groupes comme le Hezbollah au Liban et les milices irakiennes et syriennes au Moyen-Orient, qui frappent déjà des cibles américaines. Personnellement, je ne pense pas que les Russes lanceront des frappes sur des installations américaines en Europe, même parce qu'ils gagnent la guerre. Alors pourquoi escalader la guerre là-bas?
Je pense que très probablement, et c'est l'indice que nous obtenons des Russes, ils commenceront à cibler les installations américaines par l'intermédiaire de proxys au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et pour être clair, c'est un désastre. Cela signifie que nous allons nous retrouver dans une situation encore plus violente à travers le monde. Nous allons avoir des situations où, par exemple, les Houthis mettront la main sur des technologies avancées de missiles hypersoniques et des choses de ce genre. Les Américains sentiront probablement qu'ils doivent riposter. Ils blâmeront les Russes pour tout cela. La situation entre ces deux pays va de nouveau s'intensifier. Quelle serait la perception dans la société russe si la Russie ne semble rien faire lorsque ces frappes de missiles à longue portée se produisent sur le territoire russe? Vous avez mentionné que la Russie va donner la technologie à des mandataires. Une grande partie de cette activité va être, je ne veux pas dire discrète, mais beaucoup de gens ne vont pas se rendre compte que c'est la stratégie que la Russie emploie pour riposter contre les frappes de missiles à longue portée à l'intérieur du territoire russe. J'imagine qu'une majorité de personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie, ne se rendront pas compte que la Russie riposte en réalité de cette manière. Beaucoup de néoconservateurs verront probablement cela comme une faiblesse russe et considéreront cela comme un feu vert pour lancer plus d'attaques sur le territoire russe. C'est exactement comme cela que les néocons le percevront. Ils diffuseront également des histoires dans les médias pour renforcer cette perception. Gardez à l'esprit que si des proxys attaquent des bases américaines en utilisant la technologie russe, cela prendra probablement un certain temps avant que cela ne se produise. Nous verrons une escalade, mais il est peu probable qu'elle se produise avant les élections. Il y a déjà beaucoup de gens en Russie qui sont très en colère à propos de toute la situation. La pression politique sur le gouvernement russe va augmenter. Cependant, si vous connaissez un peu la Russie, vous savez deux choses. Premièrement, c'est une société très disciplinée. Deuxièmement, c'est une société qui comprend très bien la guerre. Je pense que la discipline dans la société russe va tenir. L'autorité de Poutine est suffisamment forte et la cohésion de la société russe est suffisamment grande pour que, plutôt que de paniquer ou de se retourner contre leur gouvernement, cela les consolide encore davantage. J'étais en Russie au début des années 2000, lorsqu'il y a eu une succession de grandes attaques terroristes à Moscou même, dans le métro de Moscou, et des avions russes qui ont été détruits en plein vol. Je me souviens avoir été étonné de la façon dont la société russe a réagi. Il y avait un sentiment qu'ils étaient attaqués et qu'ils devaient maintenir la discipline. Ils ont simplement continué d'une manière qui n'aurait pas été le cas si cela s'était produit en Occident. Donc, c'est ma propre perception, c'est ma propre supposition que c'est ce qui se passera en Russie. Ils diront que nous ne devons pas mettre en danger la Russie. Le progrès de la guerre est en train d'être gagné. Nous continuons, mais nous avons maintenant une preuve concluante et définitive que les Américains nous détestent et veulent nous attaquer. Cela consolidera le sentiment anti-américain en Russie et créera une division supplémentaire entre les pays. Maintenant, c'est ce que je soupçonne qu'il se passera. Mais bien sûr, je ne peux pas en être certain. Je ne peux pas être absolument sûr qu'il n'y aura pas plus de demandes pour que Poutine réagisse encore plus fortement que ce que je dis. Et je ne peux pas être certain que la pression sur Poutine ne sera pas si forte qu'il pourrait sentir qu'il doit prendre des mesures qu'il préférerait probablement ne pas prendre. Je suis d'accord avec vous,
mais j'ai l'impression que la cohésion en Russie tiendra et même se renforcera, mais seulement jusqu'à un certain point. Oui, No. Cela ne peut pas durer éternellement, pas pendant 2 ou 3 ans. Je ne parle pas de mois, je parle de 2 ou 3 ans. Si cela continue, les demandes au gouvernement d'agir vont s'intensifier au point où le gouvernement devra agir. Je suis d'accord parce que les gens sont en colère. Quand ils voient ce que nous avons vu hier, c'est évident. People are very, very angry. Of course, les gens sont très très en colère. Bien sûr, Poutine tire un bénéfice politique de cela car il a toujours dit que l'Occident est hostile à la Russie depuis qu'il a commencé l'opération militaire spéciale. Et il a eu raison. Une grande partie de la société russe, qui ne cherchait pas particulièrement la guerre, voit maintenant que ses raisons de commencer l'opération militaire spéciale étaient justifiées. Mais il thérapie ne va aussi de du Russie et l'opinion publique russe. It's important to understand something about Russia and about Russian public opinion, which, of course, people in the West, I don't think that they get this at all. Les gens en Occident, je ne pense pas qu'ils comprennent cela du tout. Lorsque les critiques de Poutine viennent de la société russe, elles proviennent majoritairement de personnes qui disent qu'il n'est pas assez dur. Il n'est pas assez ferme envers l'Occident. C'était vrai bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Je me souviens quand il appelait les pays occidentaux des partenaires. Cela agaçait de plus en plus de gens au fil du temps. Il disait « Pourquoi continue-t-il à se référer à ces pays comme nos partenaires alors qu'il est clair qu'ils ne le sont pas ?» Donc, même si, comme je l'ai dit, je pense qu'à court terme, cela consolide davantage la société russe derrière Poutine, parce que cela semble confirmer la vérité de ce qu'il dit depuis le début de l'opération militaire spéciale. Cela le laisse ouvert aux attaques d'une partie de la société russe qui a toujours dit qu'il était trop doux. Je pense vraiment que les gens en Occident ne comprennent tout simplement pas cela, parce qu'on leur a inculqué cette idée de Poutine comme un extrémiste trompant le peuple russe dans des guerres et des plans impérialistes, alors que la réalité est tout à fait opposée. En termes russes, il a toujours été et continue d'être un modéré. Je me demande si c'est le plan, cependant, de l'Occident. Je veux dire, ils doivent le savoir. À leurs citoyens, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils font de la propagande en leur faisant croire que Poutine est un homme fort avec un contrôle total sur tout le pays et qu'il est un dictateur autoritaire. C'est ainsi qu'ils font de la propagande auprès de leur propre peuple et une grande partie de la société le croit. N'est-ce pas? Mais ils doivent savoir qu'à l'intérieur de la Russie, la principale critique de Poutine est qu'il est modéré. Il était très amical envers l'Europe, en particulier l'Allemagne, ce qui est naturel, car il y a vécu, y a travaillé et parle couramment l'allemand. Alors, comme vous l'avez dit, la principale critique russe de Poutine est qu'il était trop amical avec l'Europe et est modéré. Je me demande si le jeu qu'il joue est de mettre en colère le segment de la société qui veut que Poutine soit plus dur. Cela pourrait soit mener à une guerre plus large et dévier la Russie de leur opération militaire spéciale, soit coincer Poutine dans un coin où il ne veut pas escalader vers une guerre plus large, sachant que cela pourrait être catastrophique. Il y a des forces autour de lui qui se frustrent de ses tentatives d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Il semble que la stratégie soit de tenter de le coincer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, absolument. C'est exactement la stratégie. Well, absolutely, that's exactly the strategy. This is exactly the strategy. Can I say, Je veux dire, c'est exactement la stratégie. C'est imprudent au point de la folie. Remplacer Poutine par des extrémistes est extrêmement dangereux. Certains des extrémistes en Russie sont très radicaux.
Cela pourrait risquer une situation mondiale catastrophique si ces personnes prenaient le pouvoir et commençaient à diriger la politique. Non pas parce qu'ils chercheraient la guerre, Noemberg, mais parce que leurs mesures seraient sans aucun doute utilisées par les néoconservateurs pour escalader et créer des réactions encore plus extrêmes. Donc je pense que c'est exactement le plan. Un plan très imprudent et dangereux. Mais encore une fois, pour revenir à ce que j'ai dit, je pense que Poutine a suffisamment d'autorité en Russie et suffisamment de soutien au sein de la société russe. And enough support within Russian society. And I think Russian society, by the way, is extremely... Je pense que la société russe, d'ailleurs, est extrêmement sophistiquée sur ces questions et comprend très bien la guerre. Ils écouteront ce qu'il dit, se laisseront guider par lui et comprendront exactement ce que l'Occident essaie de faire. Au moins, ils verront cela comme l'Occident et les Ukrainiens essayant de faire quelque chose. Donc je pense que pour le moment, comme vous l'avez correctement dit, la discipline tiendra. Elle ne peut pas tenir indéfiniment. Elle ne le fait jamais. Mais pour l'instant, je pense qu'elle tiendra. Poutine a récemment parlé du fait que les Russes pourraient avoir besoin d'accélérer l'opération militaire spéciale. Peut-être que c'est effectivement ce que nous allons voir. And perhaps that is indeed what we're going to see. There are reasons why the Russians might be moving towards hurrying it up. Il y a des raisons pour lesquelles les Russes pourraient se diriger vers une accélération de toute façon. La situation militaire en Ukraine évolue très rapidement. Nous sommes maintenant dans une situation où les Russes pourraient calculer que l'été, la fin de l'été ou le début de l'automne pourrait être le moment de porter un coup de grâce. Mais en mettant cela de côté, je tiens à souligner que je ne sais pas quels sont réellement les plans russes. S'il y a des frappes de missiles sur des villes russes, principalement Belgorod et Koursk et d'autres villes frontalières, alors Poutine pourrait estimer qu'il doit commencer à intensifier davantage la guerre. Cela signifierait accélérer les choses plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, ce qui entraînerait bien sûr d'autres coûts pour les Russes, y compris des pertes plus élevées. Carry other costs for the Russians because it would mean higher casualties. Oui, c'était en fait ma dernière question. Quelles représailles pensez-vous que la Russie envisagerait à l'égard de l'Ukraine? Les garderait-il confinés à l'intérieur de l'Ukraine pour que les représailles ne se concentrent pas autant sur les proxys, ou envisagerait-il même de frapper des cibles américaines ou de l'OTAN? S'il garde tout confiné à l'intérieur de l'Ukraine, accélérerait-il simplement tout en ciblant les infrastructures énergétiques, les installations et les ponts? Oui, ils le feront. Je pense qu'il y a maintenant une forte possibilité, voire une probabilité, que nous commencions à voir une grande offensive russe plus tard cette année, probablement dans les semaines à venir plutôt que dans les mois. Mais je veux souligner encore une fois que je ne suis pas au courant des plans russes. Une autre chose que les Russes feront certainement est de commencer à armer des proxys anti-américains à travers le monde. Je pense que c'est maintenant une certitude. C'était en partie l'objet du voyage en Corée du Nord. Nous allons voir ça se produire à une échelle beaucoup plus grande qu'auparavant. Cela va modifier la situation au Moyen-Orient et dans d'autres régions, mettant en danger des vies américaines. C'est ce que la Maison-Blanche de Biden a fait. Ils ont mis en danger des vies américaines. Oui, c'est de la folie. Oh, it's absolute madness. Oh, c'est de la folie pure. Comme je l'ai dit, c'est de l'imprudence. Ce sont des joueurs compulsifs qui dirigent les choses à Washington. Ils essayent peut-être de jouer sur les factions en Russie. Ils pensent peut-être qu'ils peuvent monter les durs à cuire contre Poutine. Je suis sûr qu'ils le font. Mais je pense aussi qu'à un certain niveau, ils croient vraiment que s'ils augmentent la pression de cette manière, cela va pousser les Russes à accepter une sorte de négociation, ou au moins une sorte de gel, un cessez-le-feu, au cours des prochains mois. En réalité, bien sûr, cela fera le contraire.
In reality, of course, what it will do is the opposite. It's going to make, Cela va rendre les Russes encore plus déterminés à mener la guerre jusqu'au bout. En fait, Poutine a utilisé ces mots exacts lors de son voyage au Vietnam. Il a dit que la victoire dans cette guerre pour la Russie est une question existentielle. S'ils n'obtiennent pas un accord selon les termes qu'ils veulent, ils la mèneront jusqu'au bout. Si nous regardons les propositions que Poutine a faites, il y a un peu plus d'une semaine, au Conseil du ministère des Affaires étrangères concernant le plan Istanbul Plus, les choses pourraient changer radicalement. Si des frappes de missiles commencent à se produire sur des villes russes, les Russes oublieront rapidement Istanbul Plus. Ils iront à fond pour prendre toute l'Ukraine. Déjà, on peut voir des personnes comme Medvedev pousser dans ce sens. Already you can see people like Medvedev pressing for that. Oui, je veux dire, juste une dernière réflexion. Les deux choses que vous avez dites ne sont pas mutuellement exclusives. Je pense qu'elles vont en fait de pair. Oui. N'est-ce pas? Vous voulez provoquer des divisions au sein, si vous êtes les États-Unis, vous dites « provoquons des divisions au sein du gouvernement russe ». Mettons les durs contre l'administration de Poutine, les modérés. Appelons-les ainsi. Mettons les durs contre les modérés. Provoquons le chaos à l'intérieur de la Russie. Rendons la vie difficile pour le peuple russe. Je veux dire, toute la politique de sanctions visait à rendre la vie difficile pour le peuple russe. Oui. Alors vous savez, vous voulez créer autant de difficultés et de chaos que possible pour amener Poutine à dire « Ok, ça suffit, gelons le conflit, nous en avons assez, plus de ça ». N'est-ce pas? C'est ce qu'ils espèrent que la Russie dira. Yes, exactly. They're not Oui, mutually oui, exactement. at all. Ils ne sont pas du tout mutuellement exclusifs. Si vous parlez aux personnes qui soutiennent ces actions, elles diraient qu'elles se complètent. Vous déstabilisez Poutine en incitant les durs à le poursuivre et en même temps vous le forcez à négocier. Bien sûr, cela ne se passe pas comme ça en réalité. Les frappes de missiles sur les villes russes ne vont pas forcer Poutine à négocier. Elles ne vont pas forcer la Russie à négocier. Elles vont provoquer les Russes à prendre des mesures encore plus fortes qu'ils ne le feraient déjà et à rejeter complètement les négociations. Mais les Américains ont déjà fait cela. Je veux dire, ils bombardaient le Nord-Vietnam, si je me souviens bien, en espérant obtenir des concessions des Nord-Vietnamiens. Ils étaient très frustrés et étonnés lorsque ces concessions ne sont pas venues. Je me souviens avoir lu quelque chose que Kissinger avait écrit sur la nature incroyablement dure et impitoyable des dirigeants nord-vietnamiens. Les Américains ne semblaient pas comprendre que bombarder Hanoï renforçait en fait la détermination des Nord-Vietnamiens. Ce sera la même chose avec les Russes. Bombarder Belgorod, Kursk, Rostov ou d'autres villes russes ne va pas amener les Russes à modérer leurs exigences. Cela va les pousser à augmenter leurs exigences et à devenir encore plus déterminés à gagner la guerre. Cela entraînera plus d'hommes russes à rejoindre l'armée russe, impatients de combattre et désireux d'affronter tous les soldats occidentaux qu'ils pourront trouver en Ukraine. C'est ce que cela va vraiment faire. Mais je ne pense pas, encore une fois, que les néoconservateurs comprennent vraiment cela. Non, ils ne le font pas. Très bien, nous allons en rester là. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter X. Et allez à la boutique Duran. Football 24 est le code pour obtenir un match de football. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.